Comme en captivité, les ours font partie des animaux les plus imprévisibles. Ils sont à l'origine de très graves attaques dont les raisons ne sont pas toujours clairement définies. Nous savons cependant qu'ils possèdent un énorme appétit et qu'ils ne craignent pas l'homme. L'odeur de la nourriture, de la fumée d'un feu de camp, de l'eau de Cologne et même des déodorants peuvent attirer les ours et déclencher une attaque. Les ours polaires ne sont pas seulement agressifs, ils sont aussi capables de tuer instantanément leur proie. Cette femme a eu la mauvaise idée de franchir une barrière de protection du zoo pour se faire prendre en photo avec l'un d'eux. Même les ours dressés et habitués au contact de l'homme peuvent attaquer à tout moment, comme ces images d'une émission télévisée polonaise le prouvent. Cet homme assis trop près d'un grand panda aurait pu perdre davantage que sa veste. Tous ceux qui pratiquent la pêche, la randonnée ou le camping en pleine nature devraient se méfier des ours, surtout s'ils établissent un campement. C'est une véritable invitation pour eux. Voici le cauchemar d'un campeur qui a failli être tué par un ours affamé. En août 1993, Bobby Clark, 20 ans, participe à un camp scout dans le sud de la Californie. À 5 heures du matin, alors que les scouts dorment, 2 ours noirs font irruption dans le camp. Le chef scout Mike O'Neill et d'autres personnes encadrant le groupe tentent de chasser les intrus. Les ours finissent par s'en aller. Mais quelques instants plus tard, l'un d'eux revient là où Bobby Clark et les 2 autres scouts dorment paisiblement. Même si les adolescents ont pris la précaution d'éloigner la nourriture pour la nuit, les spécialistes pensent que les ours peuvent être attirés par les odeurs de fumée ou de nourriture imprégnant les vêtements. Les scouts endormis ne sont plus séparés de l'ours que par un abri qu'ils ont réalisé pour obtenir un brevet. Lorsque l'ours attaque, 2 adolescents ont le temps de fuir. Mais pour Bobby Clark, il est trop tard. Ces appels au secours réveillent le chef scout Mike O'Neill. J'ai entendu l'un de mes assistants crier. Il me disait d'aller voir l'abri. Il hurlait « Mon Dieu, l'ours l'a attrapé !» Quand j'ai regardé dans l'abri, j'ai vu un de mes scouts coincé sous l'ours. Une partie de sa tête était dans la gueule de l'ours. On avait l'impression que tout se déroulait au ralenti. Heureusement, l'ours bat finalement en retraite, mais après avoir gravement taillé le cuir chevelu de Bobby. L'adolescent est conduit en urgence à l'hôpital le plus proche, où il subit une opération de 3 heures. Par la suite, d'autres greffes de peau seront nécessaires. Pour obtenir ce brevet, il fallait construire un abri éloigné du camp et dormir dedans pendant une nuit. Nous avons donc réalisé le nôtre avec des branches et des tas de trucs. Et j'ai dormi dedans avec 2 autres scouts. Je me suis réveillé quand j'ai senti l'ours peser sur moi. J'ai entendu un petit grognement et un souffle. Il s'est penché sur moi et m'a mordu à la tête.
C'est comme des ongles griffant un tableau noir à l'intérieur de votre tête. C'est une sensation terrible. Pourtant, je ne souffrais pas, peut-être à cause de l'état de choc. J'ai été conscient tout le temps et lucide, mais je ne souffrais pas. Un spécialiste des ours, Glenn Stewart, pense que l'animal cherchait simplement de la nourriture. La plupart des attaques d'ours noirs ont lieu lorsque l'animal cherche de la nourriture. Il sent des aliments dans une tente ou dans un sac de couchage. Il se laisse guider par son nez jusqu'à la nourriture et il mord ce qu'il pense être de la nourriture. Les ours sont des animaux sauvages et ça fait partie de leur instinct. Ils doivent se nourrir. S'ils vous attaquent, c'est votre problème. Il faut comprendre que ce ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des animaux puissants qui peuvent créer des dégâts. Un officier du département de l'environnement du Montana, Lou Keith, a risqué sa vie en faisant son travail. Un grizzly jugé dangereux devait être déplacé, sans quoi il aurait été abattu. Lorsqu'il relâche le grizzly dans son nouvel habitat, Keith s'aperçoit que l'animal n'est pas complètement endormi. L'ours s'agrippe à la cage et le fait tomber à l'arrière de la camionnette. Pendant ma chute, en une fraction de seconde, je me suis dit « te v'là dans le beau drap ». Je suis retombé sur l'ours et j'ai ressenti une énorme chaleur. L'animal dégageait une chaleur incroyable. Et bien sûr, je me suis éloigné le plus vite possible. Comme le montrent ces photos, Keith tente désespérément d'échapper à l'animal. Je me suis dit que j'avais 10 secondes pour tuer cet ours si je voulais vivre. Keith saisit son arme et tire. L'endroit vulnérable se trouve juste ici, à la gorge. Je ne peux pas dire que j'y ai réfléchi sur le moment, mais dès qu'il a levé la tête, c'est là que j'ai tiré. Lou Keith tue le grizzly avec sa 6e et dernière balle. Le ranger, gravement blessé, sera immédiatement hospitalisé. Les circonstances m'ont obligé à le tuer, mais j'aime les grizzlies. L'ours est un animal magnifique. Le chien mérite certainement sa réputation de meilleur ami de l'homme. La plupart sont effectivement des animaux de compagnie affectueux. Mais la consanguinité et des traitements cruels peuvent rendre certains chiens imprévisibles et agressifs. Ce qui nous amène à l'histoire d'un couple du sud de la Californie en promenade avec leur enfant de 18 mois. Leur rencontre avec un chien croisé Chocho et Akita Inu bouleversera leur vie à jamais. Alan Roberts, Stacy Morton et leur fils Andrew se sont arrêtés dans un café. Stacy attend à l'extérieur avec Andrew. Elle a remarqué l'Akita et pensé qu'il appartenait au propriétaire. Andrew était environ à 50 cm de moi. Il se comportait comme tous les enfants de son âge. Il jouait et je le surveillais. J'ai regardé le chien passer à côté de lui. Lui avait reconnu que c'était un chien. Il disait « chien » et je lui ai répondu « oui, c'est un chien ». Je suis sorti du café et j'ai entendu Stacy crier « Mon Dieu, oh mon Dieu !» J'ai regardé à gauche et j'ai vu le chien sur mon fils. Il s'est dressé sur ses pattes avant et il a sauté sur Andrew. Il est retombé au niveau de ses épaules et a attaqué directement au visage. Le chien s'acharnait sur mon fils. Il tenait son visage dans sa gueule et il le secouait. Je voyais la tête d'Andy s'agiter de gauche à droite. Stacy parvient à chasser l'Akita. Le couple se précipite aussitôt à l'hôpital le plus proche. J'ai cru qu'il lui avait arraché l'œil gauche. Son visage était profondément lacéré, du front jusqu'au nez. À l'hôpital, les médecins ont de bonnes nouvelles. L'œil n'a pas été touché. Mais il faudra plus de 60 points de suture pour recoudre les plaies au nez et au front. Pendant que Stacy et Andrew attendent le chirurgien, Alan retourne sur les lieux. J'ai décidé d'y retourner pour retrouver le chien et son propriétaire, pour tenter de savoir ce qui s'était passé. J'ai donc quitté l'hôpital. Armé d'une batte de baseball, Alan essaye de retrouver le chien. Il trouve sa propriétaire, April Wild, dans la cour. L'Akita a été attachée à la clôture. Ce qui s'est passé ensuite est un pas de plus dans l'horreur. Il tenait une batte et je lui ai dit « s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal ».
Elle s'est écartée et a détaché le chien. Il a commencé à s'approcher. Dès qu'il a été à ma portée, je l'ai frappé avec ma batte. Je l'ai frappé avec ma batte et j'ai continué à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, je suis retourné à ma camionnette pour regagner l'hôpital et attendre le résultat de l'opération. Roberts est poursuivi pour cruauté envers les animaux. Ce procès partage la ville en deux camps. Ceux qui soutiennent le père et ceux qui ont de la compassion pour le chien. Un défenseur du droit des animaux, Aline Pinder, est aussitôt contacté par la propriétaire du chien. J'étais vraiment fâchée par le message envoyé au public. J'avais le sentiment que la chasse aux chiens était ouverte. J'avais l'impression que tout le monde, à partir du moment où un chien aboierait ou ferait quelque chose de mal, aurait le droit de battre cet animal. Kevin Ryan est un spécialiste du comportement des chiens. Dans cette attaque, on retrouve un élément qui apparaît dans pratiquement tous les cas. Le chien est souvent attaché par une chaîne. Et lorsqu'il est attaché, il devient très agressif. C'est dû à un sentiment de frustration. Lorsqu'il est enfin libre, il part à la recherche de l'animal le plus inoffensif qu'il peut trouver. Dans ce cas, c'était un enfant. Le procès se focalise sur un point. Alan Roberts avait-il le droit de tuer le chien qui a attaqué son fils? Après avoir entendu tous les témoignages, le jury rend son verdict et reconnaît que le défendeur Alan Edward Roberts est non coupable des charges qui pèsent contre lui. Malgré son acquittement, et même si son fils Andrew est assuré de se rétablir complètement, il n'y a pas de vainqueur dans cette affaire. Uniquement des cicatrices qui guériront peut-être avec le temps. D'un côté, il y a un chien mort. Et de l'autre, notre fils qui a été blessé et qui souffrira encore pendant des années. À aucun moment dans cette histoire, je me suis senti bien. Intéressons-nous à un autre genre de chien et à des attaques d'une nature tout à fait différente. Voici l'histoire terrifiante et vraie d'un pitbull dressé et utilisé comme l'arme d'un crime. Il a reçu l'ordre d'attaquer et de tuer l'un de ses maîtres. Au moment où elle pénètre au domicile d'Angela Kaplan, retrouvée morte dans sa maison, l'inspecteur Mickey Taliano sait que cette affaire n'est pas comme les autres. En arrivant sur les lieux, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de sang sur les marches de l'entrée ni sur la porte. Son corps reposait sur le canapé. Elle était recouverte d'un drap. Au moment d'entrer dans la chambre, j'ai été épouvantée. Il y avait du sang au plafond, sur les murs. Les draps étaient couverts de sang. C'est là qu'elle avait été tuée. Il était évident que le corps avait été déplacé. Peu après, la police découvre un pitbull baptisé Mac, enfermé dans une pièce du premier étage. Le chien appartient au concubin de la victime, Jeffrey Mann. Le chien est aussitôt conduit à la fourrière et Mann est le suspect numéro 1. Nous sommes retournés au bureau pour l'interroger. Il nous a fourni 3 ou 4 versions différentes de ce qui s'était passé. Bien sûr, nous n'avons pas tenu compte de la première. Pour la deuxième, il a dit qu'il dormait, elle est rentrée, elle a sauté sur son lit, ce qui a effrayé le chien qui l'a attaqué. Lui avait pris des médicaments et s'était endormi. À son réveil, elle était morte. Ensuite, il a prétendu qu'un autre chien était responsable de l'attaque. Une autopsie révèle qu'Angela Kaplan est morte des suites d'une hémorragie provoquée par plus de 300 morsures. Une attaque si violente que des traces de dents étaient visibles sur les os. Plus tard, le vétérinaire qui a examiné Max signale à Taliano que le chien ne semble pas très agressif, mais que curieusement, il a été lavé récemment. Aurait-il été dressé pour l'attaque ? Quand j'ai compris que ce chien était une arme, j'ai su que c'était un homicide. Je savais comment orienter mon enquête. Ce n'était pas un chien fou qui attaquait n'importe qui. On a donné l'ordre à ce chien d'attaquer et il y a eu un mort. Pour prouver que Jeffrey Mann a dressé Mac pour attaquer sur commande, Taliano fait appel à un spécialiste du dressage, Benjamin McPick. J'ai demandé aux gardes de sortir le chien pour me permettre de tester ses réactions. Ce chien était très doux. Je l'ai promené, je l'ai caressé. Il n'y avait aucun signe de peur ou de stress chez ce chien. Mais lorsque McPick montre à Mac l'un des manchons utilisés pour le dressage des pitbulls à l'attaque, son comportement change.
Dès que le chien a vu le manchon, il est devenu très agressif. Il tirait sur sa chaîne, il sautait et il aboyait. Il tendait l'écrou vers le manchon. Il ne faisait aucun doute qu'il avait été dressé pour attaquer. Les légistes constatent que l'écartement des dents de Mac correspond aux marques laissées sur les os de la victime. Le décès d'Angela Kaplan est qualifié d'homicide et les enquêteurs essaient de démontrer que Mann s'est servi de Mac comme arme du crime. Après 3 semaines et demie de procès, Mann est condamné à une peine de 15 ans de prison. Ses co-détenus l'ont surnommé Dogman. Incapables de découvrir l'ordre déclenchant l'attaque, les experts ont recommandé l'euthanasie pour Mac, l'autre victime de cette dramatique affaire. Notre dernière histoire a de quoi ébranler les esprits. Elle montre que même les animaux dressés peuvent se retourner contre leur maître. Voici l'histoire d'un éléphant de cirque devenu incontrôlable, qui a tué une personne et en a blessé 15 autres grièvement. Les images que vous allez voir sont susceptibles de choquer certains téléspectateurs. Les éléphants figurent parmi les animaux les plus fascinants du monde. Ils peuvent aussi s'avérer très dangereux. On compte 600 éléphants en captivité dans le monde. Aux États-Unis, un dresseur par an est tué par un éléphant. Une profession des plus dangereuses apparemment, mais a-t-elle lieu d'être? Pas pour l'animal en tout cas. Une attaque de ce type a eu lieu le 20 août 1994 dans un cirque d'Honolulu à Hawaï. Un éléphant d'Afrique baptisé Tyke est soudain pris de folie. Le soigneur de Tyke, l'homme en gris, survivra miraculeusement à cette attaque. Mais lorsque le dresseur Alan Campbell, l'homme en bleu, tente de maîtriser Tyke, l'animal de 900 kg se déchaîne contre lui. Steve Irano, un chargé des relations publiques du cirque, était là. Lorsque je suis arrivé en courant sur la piste, j'ai constaté que le dresseur Alan Campbell essayait de calmer l'éléphant. Il y avait beaucoup de bruit et d'agitation. Les autorités apprendront plus tard que c'était la 3e crise de Tyke en 1 an. Gail Shaleski et sa famille faisaient partie du public. L'éléphant se trouvait sous le funambule et on aurait dit qu'il y avait une grosse poupée de chiffon attachée à ses pattes avant. Elle l'a secouée et la manière dont la tête de l'homme bougeait évoquait une poupée. Les gens ont commencé à paniquer car ceux qui étaient assis près de la piste ont compris que quelque chose n'allait pas. Tyke essaie instinctivement de transpercer le soigneur alors qu'elle n'a même plus de défense. L'éléphant, devenu incontrôlable, cherche à sortir du chapiteau. Mais sa charge meurtrière a déjà déclenché la panique chez les spectateurs. C'était effrayant. C'était terrifiant de voir cet animal en liberté sans qu'on puisse l'arrêter. Il n'y avait personne dehors pour la stopper. Il n'y avait que des gens terrifiés. J'ai vu d'autres enfants qui tombaient. Mais l'éléphant était juste derrière nous et nous ne pouvions rien faire pour eux. C'était vraiment effrayant. Ma fille a dit qu'elle était assez près pour toucher Tyke à son passage. Tyke a arraché les portes, elle a dû se servir de sa tête, elle en a projeté une à au moins 6 mètres. Tyke s'enfuit aussi vite qu'elle le peut vers le parking. Irano la suit en essayant d'échapper à la panique générale. L'éléphant m'avait dépassé. Mais j'avais une idée en tête. Je voulais faire le tour et je pensais avoir le temps de fermer le portail, ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'il fallait le fermer avec une chaîne. Irano réussit à fermer le portail, mais c'est inutile. Il est lui aussi attaqué et aura de multiples fractures. Un peu plus tard, la police d'Honolulu intervient et est obligée d'abattre l'éléphant. Si les policiers n'avaient pas tiré, je ne serais pas là aujourd'hui. Ils ont dû se rendre compte que ma vie était menacée. Et c'est ce qui les a décidés à tirer. Un défenseur des animaux, Chris DeRose,
pense que cet incident a une explication logique. Tyke s'est révolté après des années de frustration, de stress, des années de soumission, des années durant lesquelles elle a été privée de son milieu naturel et d'une vie à l'état sauvage. Le dresseur à la Campbell est décédé des suites de ses blessures. Outre Beckwith, le soigneur, et Irano, 13 autres personnes ont également été hospitalisées. C'est une véritable tragédie. Il a fallu abattre l'animal, Alan Campbell est décédé, et beaucoup de gens ont été témoins d'un véritable drame. Tout commence lorsqu'ils sortent ces animaux de leur milieu naturel. Tyke est un éléphant d'Afrique. Il y a le voyage, mais aussi la rupture des liens familiaux. Et puis la soumission à l'homme, avec le dressage qui brise leur volonté. C'est le seul moyen de les obliger à se tenir sur la tête, à porter des déguisements ridicules ou à tourner en rond. Quand les animaux attaquent, il y a toujours une leçon à en tirer. Si nous empiétons sur l'habitat naturel d'un animal, que nous menaçons ses petits ou ses ressources alimentaires, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Comme nous l'avons vu, le meilleur moyen d'éviter les attaques est de respecter ces animaux et leur milieu. Nous devons apprendre à partager cette terre. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour un prochain rendez-vous. And thanks for watching.